Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Paramètres et perspectives, une émission axée sur les développements dans tout le secteur. Alors nous avons un sujet très important, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat. Vous vous souvenez, lors de son investiture, le chef de l'État a mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat, qui du reste un instrument pour le développement. Mais aujourd'hui, beaucoup de questions se posent autour de la passation de marché, mais également l'entrepreneuriat, puisque nous allons également définir. Pour ce faire, j'ai annoncé tantôt notre sujet établi sur l'entrepreneuriat. Nous allons parler de l'entrepreneuriat face à la sous-traitance, impact et perspectives d'avenir. Pour ce faire, fidèles téléspectateurs, un invité sur ce plateau. Il s'agit donc de M. Pepel Loubo, qui est chairman de la société Wide Solution for Technology and Diversity, mais également, dans l'entretemps, président de l'association congolaise des sous-traitants en technologie de l'information et de la communication acoustique en sigle, avec qui nous allons parler de ces sujets importants sur l'entrepreneuriat. Alors, j'ai envie de déjà dire bonsoir, M. Pepel Loubo. Bonsoir, bonsoir. Merci pour votre invitation. Nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur dans le secteur de la technologie, je vais dire ça comme ça. Prédéfinition d'entrée de jeu, c'est quoi l'entrepreneuriat? Ok, merci beaucoup d'abord pour cette opportunité que vous m'aviez offerte sur Mondico. Et je sais que c'est vraiment une chaîne qui est trop suivie et j'ai toujours rêvé aussi un jour de me retrouver en face de vous et essayer un peu de discuter sur les sujets du jour, notamment l'entrepreneuriat, par exemple, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, entreprendre, ça a plusieurs définitions, mais je vais juste le dire en deux mots. Le fait de faire un métier productif. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu crées un métier productif. Pourquoi productif? Parce que personne ne peut entreprendre sans produire. Et quand vous produisez, derrière ça, nous regardons qu'il y a des revenus ou des recettes qui entrent. Voilà en deux mots la définition que je pouvais te donner. À moins que tu aies une autre question. Voilà, très bien. On ne va pas trop loin. Comme ça, il s'agit donc de la production pour être appelé entrepreneur. Mais aujourd'hui, il y a la sous-traitance qui intervient également. Ouais. Il y a les gens qui disent que je suis dans sous-traitance telle, ce sont eux-là qui sont censés me payer. Comment ça se passe à ces niveaux? Quand est-ce que la sous-traitance intervient dans l'entrepreneuriat? On parle de l'ordre d'ordre, si on peut dire. Ok. En fait, je peux dire, derrière l'entrepreneuriat, quelqu'un qui est en train d'entreprendre, ça dépend, il se retrouve dans quelle catégorie. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des maîtres d'ouvrage. Okay? Donc, quelqu'un qui vient avec son projet. Okay? Il s'est dit, bon, moi, je ne vais pas exécuter, mais j'aurais bien voulu que ces projets soient exécutés par X, Y, Z. Alors, qui est ce X, Y, Z? C'est celui que nous appelons l'entreprise principale. C'est-à-dire, le maître d'ouvrage va confier l'exécution de son projet à une entreprise appelée entreprise principale. Et cette entreprise principale va mobiliser ses ressources, c'est-à-dire les ressources, ça peut être financier, ça peut être des ressources humaines, et ça peut être des ressources matérielles, et tout ça, il y en a beaucoup. Alors, quand il mobilise ces ressources, surtout actuellement dans le contexte de la RDC, l'entreprise principale, il mobilise beaucoup plus les finances. Okay? Et sur base de ça, lui aussi, il ne va pas exécuter le travail. À son tour, il va maintenant sous-traiter. Quand vous sous-traitez, vous devez donner un contrat à une autre entreprise qui pourra maintenant mobiliser aussi des ressources humaines et tout matériel pour exécuter le travail. Donc, de manière directe, c'est-à-dire il y a trois étages. Vous avez le maître d'ouvrage, vous avez l'entreprise principale et vous avez maintenant les sous-traitants. Je peux aller encore trop loin. Selon notre loi sur la sous-traitance, les sous-traitants peuvent aussi sous-traiter
mais hélas, à 40%. À 40%. 40%, mais il doit être à mesure, au fait, de réaliser les travaux au moins à 60%. Voilà, donc c'est un peu ça. Je sais bien de t'expliquer un peu comment est-ce que tout est étalonné. Maintenant, la sous-traitance en soi, telle que tu as posé la question, se retrouve dans une catégorie, selon notre loi, où on a essayé de partager, en fait, les parts. Voilà. Moi, je dis que ce sont des parts du gâteau. Notre loi de la RDC sur la sous-traitance dit ceci. Pour être éligible à la sous-traitance, vous devez être une société congolaise, d'abord une société du droit congolais, c'est-à-dire une société congolaise à capitaux majoritairement congolais. Capitaux majoritairement congolais, ça veut dire que vous devez commencer à 51%. Des ressources. Des parts. C'est-à-dire quand tu crées ta société, tu dois avoir au moins 51% ou les 100%. 51, 52, tu peux monter jusqu'à 100%. Mais pour une entreprise de droit congolais, mais à capitaux étrangers, ne peut pas faire la sous-traitance en RDC. Mais il y a une condition que la loi donne. Vous devez avoir au moins 49%. Vous comprenez? C'est-à-dire 49%, c'est les maximums pour des entreprises étrangères. C'est-à-dire toi, en tant que Congolais, tu veux faire de la sous-traitance et que tu as ton ami qui est dans notre pays, en dehors de la RDC, donc tu dois te rassurer que ton ami, il a au moins 49%, c'est le maximum qu'il peut avoir. Voilà. Mais toi, tu dois avoir 51%. C'est-à-dire entre les étrangers et nous, qui sommes des locaux, donc nous avons juste une différence de 2%. C'est-à-dire on voulait juste privilégier les entrepreneurs congolais aussi et à avoir quand même des marchés. Parce que dans le temps, tu te souviendras avec moi que quand les multinationales venaient en RDC, et tout ce qu'ils pouvaient faire, en fait, c'est faire cette sous-traitance, et puis eux-mêmes, ils ont les 100%, et quand ils partent, ils laissent des Congolais dans une condition minable. La faillite. Voilà. Donc c'est comme ça que nos aînés qui ont été à la base de l'élaboration de la loi sur la sous-traitance ont pensé vraiment à ces entrepreneurs congolais. Donc voilà. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Comment évaluez-vous ces secteurs ici en République démocratique du Congo? Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de son investiture, comme je le disais tantôt, a mis un accent particulier en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Vous, en tant qu'entrepreneur, comment évaluez-vous ces secteurs ici en République démocratique du Congo? Bon, moi d'abord... Y a-t-il des avancées significatives ou bien il y a une forte régression? D'abord par rapport à cette question, moi je tiens à remercier sincèrement le chef de l'État d'avoir pensé à cela et de faire de ça son cheval de bataille. Je l'ai suivi en toutes lettres quand il a parlé de ces 6 objectifs lors de sa prestation de serment. Et quand tu remarques bien, si tu peux révisiter encore les images, tu verras qu'il a dit en première position, c'est la création de l'emploi. Les emplois, c'est créé par qui? Ce sont des entrepreneurs qui créent des emplois. C'est-à-dire il apporte une importance, et en fait, je peux dire, il donne une grande importance à l'aspect entrepreneurial. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de chercher à arriver à l'indépendance économique. Pour arriver à l'indépendance économique, il faudrait que l'entrepreneur soit mis au centre de tout. Tu comprends? C'est pourquoi on te dira aussi, peut-être d'ici là, il y aura la loi sur le contenu local. Okay? Et cette loi sur le contenu local va faire la promotion de l'industrie locale. Et en faisant la promotion de l'industrie locale, ça pourra empêcher que les produits soient majoritairement importés de l'extérieur, okay? Et que tout soit fait ici. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu dois acheter, par exemple, les tiges d'allumettes et tout. Donc, non, les tiges, c'est peu. Tu dois importer, par exemple, du carburant. Ça, c'est un exemple que je te donne. Et tu verras que sur 100% du chiffre d'affaires que tu dois avoir, tu vas te retrouver au moins avec 90% que tu envoies à l'extérieur, bon, ou 70%, c'est juste pour acheter ces carburants. Le temps que ça arrive, tu commences à revendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui vont aller à l'extérieur. Et ça reste dans leur pays. Mais non, avec la loi sur le contenu local, donc ça va permettre à ce que
quand vous êtes en RDC, à supposer que nous-mêmes nous devenons producteurs du carburant, donc on ne pourra pas envoyer de l'argent à l'extérieur. L'argent va tourner et nous allons maximiser au fait les recettes d'abord de l'État et des deux, nous pouvons compter aussi des millionnaires et des milliardaires congolais. Voilà. Donc cette loi sur la sous-traitance qui est en train de venir va beaucoup aider. Je reviens sur la question. Voilà. C'est-à-dire, depuis que le chef de l'État a fait de l'entrepreneuriat son cheval de bataille, il est vrai que nous avons constaté beaucoup de changements, que ce soit d'abord au niveau du ministère de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Nous avons constaté un changement au niveau des structures qu'on a mises en place, parce que je peux t'en citer, il y a 4 structures qu'on a mises en place juste pour essayer d'accompagner les entrepreneurs. Donc c'est grâce à ces structures-là, peut-être je peux les citer rapidement, tu as la ProSem, tu as la RSP, tu as la FOGEC, tu as la NADEC. Donc ces 4 structures-là, telles qu'on les a mises en place, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'on commence à parler de l'entrepreneuriat. Donc je peux te dire que le chef de l'État, il avait raison de le dire, et quitte aux animateurs principaux de ces structures, de faire de sorte que cet entrepreneuriat soit effectif. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous allons parler des réalités sur terrain. Okay. Pour un Congolais, même pour faire son passeport, il doit passer par une personne au lieu d'aller lui-même au niveau des affaires étrangères. Vous avez évoqué la question des structures qui est très importante. Ouais. Alors, un jeune entrepreneur qui vous suit à travers le média, qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier peut-être d'un financement par rapport à un projet? Est-ce qu'il y a un ordre bien établi à travers ces structures-là pour aller jusqu'au bout de votre projet? Non, d'abord, il y a d'abord ce qu'on appelle des startups. Okay. Un jeune étudiant qui vient de terminer, il a un projet, il voudrait vraiment il voulait l'exécuter. Et la structure ANADEC, elle permet à ce que tous les débuteurs, les jeunes entrepreneurs, puissent passer par là, juste pour avoir des formations. On vous explique comment il faut faire votre business plan et tout ça. Et en dehors de ça, il y a la FOGEC qui est les fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais. Donc quand vous arrivez à la FOGEC va analyser votre projet et à la mesure du possible, voir comment vous orienter à des banques. Parce que la FOGEC, j'espère bien qu'ils évoluent. Ils étaient en train de travailler, la dernière fois que j'avais vu le DG, c'était que voilà, nous sommes en pleine discussion avec certaines banques pour que ces dernières puissent donner des crédits bancaires à des startups, à des entrepreneurs congolais, mais à un taux réduit d'intérêt. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire les jeunes qui me suivent tout à l'heure, il ne faut pas qu'ils se découragent, et surtout ceux-là qui viennent tout droit de l'université, ils ont leur place dans l'entrepreneuriat. S'ils veulent être des startups, il y a d'autres qui commencent directement par s'enregistrer au guichet unique, créer leur entreprise, et après, voilà, ils se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Maintenant, dans le monde entrepreneurial, il n'y a pas d'âge. Ça, il faut retenir. Il n'y a pas d'âge. Toi, tu peux commencer aujourd'hui, tu te fais des papiers, tu vas au guichet unique, tu as ton statut, tu as le RCCM, l'identification nationale, et tout, et tu as un bon business plan pour débuter ton entreprise. Je te dis, peut-être tu peux nous dépasser, nous autres qui avons commencé peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, et pourquoi pas ceux-là qui... C'est-à-dire tu peux devenir aussi millionnaire dans moins d'une année, et selon les occasions que tu peux rencontrer. Donc, il n'y a pas des échelons ou un certain étalonnage pour que tu puisses devenir grand entrepreneur. Non, ça c'est faux. Il n'y a pas de discrimination sur ces plans-là. Voilà. Même quand il faut payer, même s'il faut payer des taxes et tout ça au niveau de la fiscalité, donc à un certain moment, on va regarder quel est ton chiffre d'affaires. Si tu dépasses tel chiffre d'affaires, tu deviens par exemple éligible à la TVA et tout, mais quand tu es encore débuteur, tu n'as pas un chiffre d'affaires qui dépasse par exemple 80 millions de francs congolais, si je ne me trompe pas, écoutez, je ne suis pas financier, donc là, tu peux travailler comme tous les autres, mais sinon, dès que tu dépasses cette étape, tu seras
taxé comme toute autre entreprise. Donc il n'y a pas d'âge. Parlons à présent de l'actualité. Vous venez de finir le concept, comme on dit, entrepreneuriat. Nous allons parler aussi de l'actualité. Un bras de fer a été engagé avec la Fédération des entreprises du Congo concernant la passation des marchés. On ne va pas revenir là. Non, cette histoire-là, ça continue. Radiation de certaines entreprises, des sociétés non éligibles. Quels sont les critères d'éligibilité pour que vous puissiez œuvrer ici en République démocratique? Bon, j'ai compris. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, je crois que j'avais parlé de l'éligibilité. Voilà. Et les gens doivent retenir ceci. Même des entrepreneurs. Je m'adresse d'abord aux entrepreneurs congolais. Nous qui avons un peu d'expérience sur sur l'applicabilité de la loi sur la sous-traitance, parce que nous sommes en train de travailler corps et âme pour que cette loi nous soit favorable. Donc, je vais leur dire ceci. Il y avait une première liste, je me rappelle, c'était au mois de septembre de l'année passée, l'ARSP avait publié une liste des sociétés non éligibles. Mais dans cette liste, beaucoup de gens pensaient que c'était des étrangers seulement. Alors c'était faux. Mais sur cette liste, nous on a vu qu'il y avait des entrepreneurs congolais qui étaient dedans et d'autres qui sont même dans notre corporation Acoustique. Oui. Alors on s'est posé, beaucoup se sont posés des questions, moi je savais pourquoi. J'ai dit à ces gens, vous ne vous êtes pas enregistré à l'ARSP pour avoir une attestation qui fera de vous, un sous-traitant en République démocratique du Congo, surtout dans les secteurs privés. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur leur site, vous enregistrez, et tout ça, je ne fais pas la publicité de l'ARSP, mais j'essaie de partager pour que tous les compatriotes congolais puissent avoir cette chance-là d'accéder aussi au marché. Donc, il faut aller sur leur site, je crois que c'est rsp.cd, il y a un endroit où on parle de l'enregistrement. Donc, dès que vous vous enregistrez, on vous demande votre identification nationale. L'ARSP doit d'abord vous identifier. Voilà. Et après, analyse en interne chez eux, ils pourront maintenant peut-être vous envoyer via le mail et tout, ils vous envoient un numéro du dossier et vous pouvez commencer à suivre même à partir de ces numéros, suivre l'évolution de votre demande. Et après, ils pourront encore vous envoyer un mail pour vous dire, bon voilà, votre attestation est prête. C'est ça, dès que vous avez cette attestation, c'est ça qui confirme que vous devenez maintenant une entreprise sous-traitante dans les secteurs privés. Parce que l'ARSP vous reconnaît dans sa base de données. Mais hélas, quand vous faites votre demande, vous devez dire exactement vous êtes dans quoi, dans quel service et tout ça. Donc peut-être si vous êtes dans la télécommunication, comme c'est de ça qu'il s'agit, donc il faut bien préciser que vous êtes dans la télécommunication. Si vous êtes fournisseur de biens et services, donc il faudrait préciser que vous êtes fournisseur de biens et services. Mais une seule société peut avoir plusieurs attestations. Il y a des branches dans une même société. Exactement. Aujourd'hui, tu peux être là, toi, ton travail, peut-être tu es dans les infrastructures, construction des routes et tout comme ça. Mais en dehors des infrastructures, en tant que société, tu es aussi dans les télécoms. Okay. Qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire tu dois demander des attestations dans les infrastructures et puis tu dois avoir aussi une autre attestation dans le truc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens se sont retrouvés sur la liste des entreprises non éligibles tout simplement parce qu'ils ont manqué, ils ne se sont jamais enregistrés. Et comment l'ARSP l'a su? L'ARSP a commencé par demander aux entreprises principales. Tu te rappelles, je t'ai dit qu'il y a le maître d'ouvrage et les entreprises principales qui sous-traitent. L'ARSP demande aux entreprises principales de communiquer la liste de leurs sous-traitants. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, quand les entreprises principales ont communiqué la liste de leurs sous-traitants, l'ARSP a commencé à regarder dans sa base de données si tel sous-traitant se retrouve dans la base de données. Okay. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé que non, sur 10 que vous nous avez envoyés, il n'y a que 3 dans notre base de données. Les restes, ils ne regardent pas ni la peau, ni la couleur, ni la nationalité. Ils disent seulement, vous n'êtes pas éligible. Okay. Donc, pour
être éligible à la sous-traitance, pour ce qui est des Congolais, vous devez avoir soit le 100% départ, soit à la limite si vous êtes en communion ou si vous êtes associé, c'est ça le vrai terme, à une personne étrangère ou à une société étrangère. Donc rassurez-vous que cette société étrangère ne dépasse pas 49%. Donc vous-même, vous devez avoir au moins 51%. Mais la plupart, je vais te choquer, la plupart des Congolais, mon cher frère, se sont mis à faire ce qu'on appelle les prête-noms. Le prête-nom, c'est quoi? L'étranger vient, il a 100%, et que l'ARSP détecte que c'est une société à capitaux majoritairement étrangers. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un Congolais, et en trouvant ces Congolais, il lui dit, bon voilà, tu vas signer un contrat avec moi, donc toi tu dois apparaître dans les statuts comme ayant 51%. Il faut même un PV, hein. Toi tu as 51%, mais moi je vais rester avec 49%. Mais quand les business tournent bien, au finish, les gars ils donnent aux Congolais à $500. Tu as suivi beaucoup d'émissions, beaucoup de trucs sur l'ARSP, des montants de 500 millions de dollars, mais nos frères congolais se font payer des miettes, $1000 juste pour couvrir un étranger. C'est-à-dire que ce sont des gens pour moi qui n'aiment pas ces pays. Vous n'aimez pas ces pays parce que vous êtes en train de privilégier la fuite des capitaux. Okay. Et s'appauvrir en fin de compte. Et puis, tu es en train de t'appauvrir. Je donne un cas spécifique, en tout cas, je m'en excuse. Un Chinois avait pris un de ses chauffeurs, je ne sais pas si vous étiez au courant, et quand l'ARSP a fait les contrôles, ils ont trouvé que le chauffeur, c'est lui qui avait la majorité, mais malheureusement, il ne pouvait pas expliquer à l'ARSP les chiffres d'affaires, comment ça se passe. D'abord, lui-même, il n'était même pas le DG. Moi, toi, tu es majoritaire en capitaux, mais tu ne gères pas l'entreprise. Tu ne connais même pas le chiffre d'affaires, c'est quoi, et tout ça, on l'a détecté. Et les Chinois, je pense qu'il avait reçu 27 millions de dollars. Il a remis 600 000 francs congolais à ces gars-là, ce chauffeur. L'ARSP a mis la main sur lui. Et pour finir, il a dit « Non, laissez-moi, et je vais faire tout pour m'amender. » Nous, on a vu ça sur les écrans. C'est pas qu'on raconte des bobards. Les Chinois, il a pu signer les contrats et remettre les parts qu'il fallait à ces Congolais. Et pour finir, je pense qu'ils étaient associés, hein, les chauffeurs, il y avait aussi des autres. Mais il s'est retrouvé dans les 17 millions de dollars comme associés. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous les Congolais, nous devons savoir que cette loi, elle est bénéfique à nous. Donc nous ne pouvons pas brader nos capacités, brader nos services. Nous ne pouvons pas non plus brader même le prix ou brader notre personnalité. Donc c'est une occasion que nous donne l'État congolais. Nous devons nous approprier de cette loi pour nous rassurer qu'elle nous est favorable à 100%. Voilà, nous allons parler à présent du climat des affaires. Profiter, mais avant, nous allons aussi également évoquer la question de votre entreprise, c'est Wide Solution for Technology and Diversity. Yes. Mais d'abord, le climat des affaires, la sortie imminente du gouvernement souminois. Vous savez, je disais tantôt que lors de son investiture, le président avait mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat. Oui. Quel serait peut-être en termes de propositions dans ces nouveaux gouvernements, ce qui concerne bien évidemment le climat des affaires, mais également l'entrepreneuriat, parce que vous êtes entrepreneur engagé dans ces secteurs. On ne va pas évoquer la question de peut-être d'années où vous œuvrez dans ces secteurs. Quelle serait votre proposition au gouvernement souminois dans votre secteur sur les technologies? Donc là, on parle du climat des affaires, c'est ça. En tout cas, nul n'est à ignorer aujourd'hui en RDC que le climat des affaires est à déplorer. Okay. Je sais que le chef de l'État ici bat corps et âme pour se rassurer que ce climat des affaires puisse s'améliorer. C'est pourquoi il y a même au niveau de la présidence, je pense, si je ne me trompe pas, il y a une agence. Cellule du climat des affaires. Voilà, une cellule. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il a mis ça. C'est parce qu'il a constaté qu'il doit avoir ses envoyés spéciaux pour voir c'est quoi qui se passe. Parce que c'est quelqu'un qui est congolais d'abord dès le départ et il connaît toutes sortes de tracasseries dont nous faisons face.
Les climats des affaires, mon frère, déjà au niveau de tout ce qui est comme taxe, au niveau de la fiscalité, on ne refuse pas aujourd'hui un entrepreneur qui travaille, il doit contribuer, il doit payer ses impôts, en bref, c'est un contribuable. Mais il y a une certaine exagération en dehors, par exemple, de la DGI, il y a certaines poches des agents taxateurs et tout ça, qui viennent dans des entreprises, au marché, même je pense même dans votre secteur. Et donc, il y a trop de dérangements et je ne vais pas en citer, sinon d'autres risquent de penser qu'on était en train de faire de l'acharnement, mais ils sont conscients qu'aujourd'hui, il y a plein de tracasseries. Et la proposition que moi je ferai, d'abord pour cette question-là au niveau de taxes, impôts, bien sûr en dehors de la DGI qui est bien établie aujourd'hui pour la récolte des trucs, des taxes et impôts, moi je pense qu'il fallait qu'on ait un guichet unique. Okay. Oui, nous devons lutter pour qu'on ait un guichet unique, ça veut dire si aujourd'hui je paie un certain montant, donc je n'aurai plus à payer encore à des poches et des poches des gens qui viennent nous embêter. Sinon, on ne fera jamais des millionnaires en RDC. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, vous allez constater que ces gens-là qui viennent nous demander des impôts, des taxes, vous payez 2, 3 fois, ou soit le fait d'avoir plusieurs taxes et impôts font tomber beaucoup d'entreprises. Ça, il faut retenir. Il y a des entreprises qui ont fermé tout simplement à cause des tracasseries. Nous avons vu même des investisseurs qui viennent, ils vous ouvrent un grand mall, ils vous ouvrent un grand supermarché, et pour finir, après 2-3 ans, ils ferment. Et quand tu poses la question, il va vous parler de tracasseries. Okay. Et c'est vraiment un manque à gagner. Comment voulez-vous aujourd'hui, le chef de l'État attend avoir par exemple des millionnaires en RDC et ces mêmes personnes qui sont créateurs d'emplois sont à tout moment menacées par des agents de l'État qui viennent de partout, je dis bien en dehors par exemple de la DGI. Mais hélas, dans la DGI, il y a les facteurs TVA par exemple. Tu sais que la TVA, elle est en train de se faire payer à tous les niveaux. Aujourd'hui, tu peux avoir un grand projet, on te paye, disons, 100 000 $. Tu payes 16 000 $ de TVA, n'est-ce pas? Tu restes avec 84 000 $, n'est-ce pas? Et sur les 84 000 $, tu payes un autre fournisseur, un de tes fournisseurs. Et ce fournisseur, quand il va s'acheter, par exemple, un truc dans un supermarché, on lui demande de la TVA. C'est-à-dire, on demande la TVA sur ce qui a déjà été payé. C'est-à-dire, le global, c'était 100 000 $. Et quand vous commencez à avoir cet argent, vous payez aussi des sous-TVA partout où vous allez. Là, ce n'est pas normal. Il faudrait que, ça je m'adresse par exemple à notre première ministre, si elle peut veiller sur cette question, et c'est lui qui sera, je ne sais pas, le ministre des Finances, s'ils peuvent penser à faire des réformes sur ces plans-là. Parce que la TVA est en train de se payer et repayer. Moi, j'ai déjà payé 100 000 $, et le reste, je paye à une autre personne, un de mes agents ou quoi, lui aussi va commencer à aller payer les TVA de quelque chose que moi j'ai déjà payé. Donc c'est pas normal. Okay. Donc ça, ce sont des petites choses que moi je voudrais personnellement, au fait, demander à notre chère première ministre d'avoir vraiment un focus sur ça. Autre chose, c'est au niveau de notre secteur, par exemple le secteur de télécommunications. Un secteur qui monte en puissance sans Signal. Exactement. Je pense que c'est le deuxième secteur en dehors du secteur minier. Le chef d'État avait créé le ministère du numérique. Exactement. Il y a le ministère du numérique et le PETENTIC, en fait, qui s'accompagne. Hein. Le PETENTIC, beaucoup plus des infrastructures, le numérique aussi des applicatifs et tout ça. Moi, je ne vais pas entrer là-dedans, mais tu vas constater qu'aujourd'hui, bien que vous pouvez avoir l'accès au marché à travers l'ARSP, okay, parce que l'ARSP, son objectif principal, c'est de donner l'accès au marché. Okay. Si l'ARSP vous donne l'accès au marché, dès que vous avez un projet, vous payez les 1,2% sur le marché, dont les 1% c'est l'ARSP, les 0,2% il va vers la FOGEC. Mais en dehors des marchés, dans ces marchés, il y a des services. À supposer que tu as un marché aujourd'hui dans le secteur minier. Okay? On te dit que, bon, voilà, toi, tu dois seulement nous produire des réactifs. Ou tu dois faire les transports de minerais.
C'est-à-dire, quand tu dois faire les transports des minéraux, ça veut dire aussi que tu dois avoir d'abord une autorisation quelconque, un document, un agrément, en fait, qui va te permettre à faire les transports des minéraux, n'est-ce pas? La même chose dans les télécoms. Quand vous entrez dans le service, tu vas trouver des gens qui font la fibre optique, par exemple. Okay. Et pour accéder, pour avoir en fait, accès à l'exécution de ce travail, il y a l'ARPTC, qui est l'autorité de régulation des télécoms et tout ça. C'est l'ARPTC qui donne les agréments des services dans le secteur des télécoms. Si vous faites la fibre optique, donc vous devez acquérir un agrément qui vous donne l'autorisation d'exercer ou d'exécuter des travaux de la fibre optique. Si vous faites le montage des pylônes, c'est l'ARPTC qui doit vous donner un agrément pour ça. OK? Et avant maintenant que vous ayez ces agréments au niveau de l'ARPTC, il y a d'abord les services des renseignements qui doivent checker votre entreprise. Ça, c'est tout à fait normal. Ils travaillent en collaboration. Ils travaillent en collaboration. Parce que les services des télécoms, tu sais toi-même, les télécoms viennent dès le départ de la sécurité. Ça a commencé en sécurité. Et puis après, nous autres, nous avons bénéficié de ça pour communiquer avec nos familles. D'abord, la télécommunication, c'est un secteur très sensible en matière de sécurité. C'est pourquoi il y a les services des renseignements qui sont là-dedans, qui doivent d'abord vous donner une attestation ou une autorisation pour que vous puissiez accéder à l'agrément des déploiements de la fibre, des installations des matériels de télécommunications, ainsi de suite. Et maintenant, si on parle du climat des affaires, il y a un problème. Donc, vous demandez, par exemple, celui des renseignements, de venir faire le check-up pour vous donner l'autorisation, mais ça vous prend du temps. Ça prend du temps. D'ailleurs, nous étions en train de penser un peu avoir l'AG lui-même pour essayer de discuter avec lui s'ils peuvent un peu raccourcir la chaîne des décisions. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait sa demande, il faudrait qu'il y ait des services appropriés dans moins de 72 heures. Déjà, on peut vous checker, on peut vérifier, et puis on vous donne cette attestation pour accéder à des agréments. Et l'ARPTC, pendant ce temps, l'ARPTC ne fera rien si vous n'avez pas cette autorisation. Je te dis, ça prend quand même beaucoup de temps. Et ça, moi, je voudrais qu'on puisse un peu nous aider parce que nous complétons. Il y a la sécurité dans les projets, dans les objectifs du chef de l'État. En dehors de la sécurité, il y a aussi l'entrepreneuriat parce que nous devons créer de l'emploi. C'est-à-dire nous devons aider, nous tous, le chef de l'État aujourd'hui pour qu'il puisse arriver à accomplir en fait sa vision. Donc c'est un peu ça. Nous allons chuter avec Wide Solution for Technology and Diversity. Et c'est quoi WSTD? WSTD, en fait, ça c'est ma société où je suis moi-même le chairman et je fais office aussi du directeur général de l'entreprise. C'est une société que j'ai créée depuis 2015 qui évolue jusqu'à présent. Donc on est pratiquement à 9 ans d'existence. Bien avant cela, en fait, j'étais aussi un employé comme toute autre personne. Et après, on se décide, en fait, de créer une entreprise pour essayer de changer quand même sa vision et créer de l'emploi tel qu'on a toujours dit. Et puis, avoir aussi suffisamment de dividendes. Okay. Et la société s'occupe plus précisément je suis dans les secteurs des technologies, okay, c'est-à-dire en globalité, je suis dans les télécoms, dans le IT, c'est-à-dire dans l'informatique. Nous avons la transformation digitale des entreprises privées et des entreprises publiques et nous faisons aussi la facilitation des affaires. Dans cette facilitation des affaires, parce qu'actuellement aujourd'hui, nous pouvons collaborer avec des grandes entreprises qui sont à l'étranger, mais qui ne préfèrent pas s'installer, mais ils pensent qu'on peut signer un contrat de partenariat. Donc là, nous faisons c'est un modèle au fait de facilitation des affaires. Mais il y a plusieurs façons de faciliter les affaires. Je sais que les Congolais qui nous suivent, d'autres sont dans les commissions, ils sont dans ceci et cela. Mais nous sommes une entreprise, on se rassure que toute autre société étrangère qui veut être facilitée ou qui veut à ce que nous puissions la représenter,
Donc, nous les faisons d'une manière trop professionnelle. Ils peuvent nous contacter pour que nous puissions travailler ensemble et voilà, évoluer. Merci beaucoup, M. Lepel. Ok, merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Paramètres et Perspectives. Nous aurons un autre numéro pour ce faire. Bonsoir chez vous et merci d'avoir suivi. Au revoir.